Bonjour à tous, voilà, donc bienvenue pour cette deuxième édition nos X Innovation Talk, hein, donc, qui sont organisés par la Direction de l'entrepreneuriat et de l'innovation de l'École Polytechnique. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui de retrouver cinq intervenants qui ont bien voulu répondre présent à notre invitation sur la thématique de niche de l'électronique souple et le prototypage. Voilà, donc c'est une thématique de niche, mais non moins très pertinente et importante. Donc, je vais vous les présenter dans quelques secondes, mais juste un petit aparté en fait sur notre centre en fait qui propose en fait différents programmes d'accompagnement pour les entreprises, porteurs de projets et start-up, donc sous la déclinaison de X-Tech, X-Hub d'abord, en fait, qui est en fait un programme d'accompagnement pour les entreprises, donc les startups en fait qui sont en cours de création d'entreprise. Et puis X-Tech, en fait, qui est une pépinière d'entreprise. X-Corporate, donc qui permet à des entreprises qui voilà, disposent d'un service de recherche, enfin un pôle de recherche et de développement, de pouvoir être en résidence et de bénéficier de tout l'écosystème de l'école polytechnique, donc à la fois avec les laboratoires, les chercheurs, donc les étudiants, les startups, les porteurs de projets, et les côtoyer aussi les industriels qui sont présents aussi sur le site. Et puis, donc pour finir, donc, et non moindre, puisqu'on va en parler pas mal aujourd'hui, donc le XFab, donc, qui est un espace de prototypage dont justement Aline Beck est une des responsables, donc, qui est chef d'espace de prototypage et spécialiste justement de la fabrication donc, numérique. Donc, on a le plaisir d'accueillir Nicolas Jurado et puis Gaëtan Gerbert, donc de la société BioSerenity, et puis Vincent Carniato, qui est de la société VFP In Technologies, qui interviendra aussi, et puis donc Monsieur Yvan Bonacieux, qui est ici chercheur donc à l'École Polytechnique et qui est professeur du département de physique des interfaces et des couches minces, et qui est aussi donc directeur de ce laboratoire. Voilà, donc je vais vous diffuser tout de suite en fait cette vidéo, voilà, qui dure environ 4 minutes. Voilà, donc ne quittez pas, restez en ligne. Let's begin with XUP, the incubator of the DRAX. XUP is an intensive training program over 6 months that's aimed at supporting early stage deep tech startups. We have more than 40 workshops, and we have one coach per startup that supports our businessmen to develop very fast their project during the acceleration program. We have also 40 workshops on different areas like technology, business, sales and marketing, and communication. XUP, it's not a program for students, but in any case, we would like to facilitate the exchange between students and startups. For this reason, we organize several meetings between students and startups. We offer the possibility to make internships at startups, and even during the second year of the education path of our students, we offer the opportunity to work on the technical subject proposed by our startups. The XUP program is a great opportunity for entrepreneurs to grow their idea into a fully grown company. Take SpaceSense, for example. We are the two co-founders of SpaceSense. At SpaceSense, we bring insights from satellite imagery available to everyone with the help of artificial intelligence. We use space data for Earth to help in agriculture, environment, climate change, and also for governments to make efficient policies. And we joined the incubator of École Polytechnique after being here students in the Master of Entrepreneurship. And it really helped us improve our product, and it also gave us a very good access to the Spatial Student Center, which was very beneficial for us.
And now, thanks to their support, we have raised funds and we are hiring our first employees. But the DRAX isn't only about early deep tech startups. Maybe you're a more mature company and you want to be part of the Plateau de Saclay International Scientific and Innovation Hub. Then you could be part of X-Tech. And there is more. Whatever you need, there is a program for you in the DRAX Innovation Center. You'll be taken care of every step of the way. Let's say you want to build a prototype. You can do that too with XFAB. XFAB is a prototyping space specialized in digital fabrication, thanks to more than 30 numerically controlled machines. It is also certified as Fab Lab. This nurturing interdisciplinary environment is able to host and support a wide variety of projects, expanding the reach of practical trainings, bringing awareness to Industry 4.0, manufacturing and design challenges is what this place can bring to teaching. With our team of experts and with our partners, we ignite, we ship and support hardware entrepreneurship. So, come and join us. If you are a researcher, it is a place not so far from the lab where you can try something different after your thesis. Je suis Romain Labbé, président fondateur de Feeling. Donc, Feeling est une entreprise spécialisée en mesures de force pour le sport, notamment le sport de haut niveau, pour tout ce qui est prévention de blessures et mesures de performance. Et notre entreprise est partie de nos thèses, donc, que j'ai fait avec mon associé au LADIX, donc au laboratoire d'hydrodynamique de l'école polytechnique, où nous travaillions à l'époque sur la physique de l'aviron, et où ensuite nous avons continué à développer toutes les thématiques de mesures de force dans notre entreprise. Feeling est basé à l'école polytechnique au sein de la pépinière d'entreprise. The DRAX Innovation Center is a key component of the Polytechnic campus. It is a place where you can grow your ideas, come for an internship, learn to build things, hire or be hired. We can't wait to meet you and make your projects a reality. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et désolé sur le petit souci technique. Voilà, donc je vais revenir donc, à notre présentation. Voilà, donc je voulais simplement vous dire, avant de laisser la parole à Aline Beck, que vous pouvez, voilà, comme vous l'avez commencé à l'utiliser pour certains, donc l'onglet questions-réponses, questions surtout, pour voilà, mentionner vos questions tout au long des présentations. Et puis, voilà, on répondra bien sûr au fur et à mesure ou de toute façon après l'ensemble des présentations des intervenants. Merci beaucoup. Donc, Aline, je te laisse te présenter. Puis introduire le sujet. Ouais. Merci à toi. Bonjour à tous et merci de jeûner avec vous. Vous êtes relativement nombreux pour ce sujet, donc on vous remercie de votre présence. Je m'occupe de l'espace de prototypage numérique de l'école polytechnique depuis bientôt 3 ans. Et quand Mathilde nous a proposé d'animer des webinaires sur différents sujets, voilà, on est venu avec cette proposition sur l'électronique et l'électronique souple. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Comment on en est arrivé à cette réflexion-là. Et comme vous pouvez voir, on a trouvé des interlocuteurs dans notre proximité qui pouvaient répondre à des questions très pertinentes sur ce sujet-là. Donc, chez nous, on est un espace de prototypage et le constat est que l'intégration de l'électronique est assez rare et qu'on pense pouvoir le pousser beaucoup plus loin. Donc, l'idée de cette vidéo et de cet échange, c'est aussi de pousser les usages qui pourront être faits chez nous autour de l'électronique aillent plus loin et soient plus ambitieux. Nous, au sein de XFAB, donc l'espace de prototypage, on s'est penché sur plusieurs thématiques en lien avec l'électronique avec des étudiants. Donc, il y a quelques années, on s'est penché sur l'impression 3D de filaments conducteurs. Et ça fait maintenant 2 ans qu'on accompagne des étudiants sur des thématiques en lien avec ce qu'on appelle la robotique molle. Donc, c'est de ce terme que j'ai tiré l'inspiration pour l'électronique souple. Donc la robotique molle, c'est la robotique avec des composants le plus mou possible, mais souvent la partie électronique vient rigidifier l'ensemble, car pour l'instant, en général, on se tourne vers de l'électronique classique dite rigide. Donc pour nous, cette question de l'électronique et de l'intégration
de l'électronique au sein des pièces en 2D et en 3D. C'est vraiment une question qui nous anime. Donc voilà, ici, quelques photographies de différents premiers essais qu'on a fait sur cette thématique-là et ce qu'on a dans notre environnement. Donc, j'aborderai certains au cours de ma présentation. Voilà. Et au centre, on a un beau ruban de LED qui mène actuellement à l'école polytechnique, si vous venez de nuit, qui est une belle présence de l'électronique souple dans notre environnement à tous. Donc, comme je vous parlais de robotique souple, voilà, le travaux des étudiants de l'année dernière, vous en avez un exemple avec la photo en haut au centre. Donc, ils avaient travaillé sur un bras robot souple. Donc là, ils sont en silicone et donc pneumatique. Donc, avant qu'on se plonge tous ensemble dans cet univers de l'électronique souple et de ses applications, je vais vous faire un petit balayage lexical parce que vous allez entendre des termes un petit peu différents qui sont souvent connexes, mais voilà, pour ne pas vous perdre. Et n'hésitez pas à poser des questions s'il y a quelque chose n'est pas clair dans le discours. On se fera un plaisir d'essayer de le simplifier et le rendre le plus accessible possible parce que c'est aussi ça le but. Donc, nous, on est un espace de fabrication numérique. Donc, on est passionné par toutes les possibilités et tous les procédés de fabrication. Et c'est souvent ça qui est à la base. Et pour tout ce qui est autour de l'électronique souple, même si ce n'est pas exhaustif, il y a beaucoup de développements qui sont liés à ce qu'on va appeler l'électronique imprimée. Donc, c'est la capacité de venir déposer notamment des pistes conductrices. Peut-être on reste sur la slide précédente. Pardon. Donc, on va beaucoup s'intéresser à l'électronique imprimée, dont on a plusieurs experts aujourd'hui. Cette électronique-là on va l'opposer, disons, à l'électronique classique qu'on côtoie tous les jours et qui est le plus souvent plane et rigide. Et grâce à cette capacité qu'on a aujourd'hui d'imprimer de l'électronique, on va pouvoir imprimer sur différents types de supports et différents types de composants. Donc, différents types de supports, ça va nous amener à avoir de l'électronique qu'on va appeler flexible. Donc là, j'ai un petit exemple rudimentaire, mais illustratif, d'électronique flexible. On est venu déposer de l'électronique sur un film de polyimide. Et je viens de recevoir une livraison. Je suis désolée. Du coup, on n'a pas d'élasticité, mais on a une flexibilité de notre électronique. On a aussi une électronique conformable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une électronique flexible, mais sur un temps assez court, le temps de sa fabrication. Donc, on va pouvoir venir incurver de l'électronique. Donc, on n'est plus sur quelque chose de plan, et on va avoir une forme non plane, mais qui sera conservée dans le temps. On ne pourra pas jouer avec les flexibilités. Et on a de l'électronique qu'on appelle étirable. Donc souvent, ce côté étirable vient de la connectique et aussi du support. On peut venir déposer sur, par exemple, du silicone. Et là, vous avez un exemple de connectique d'électronique imprimée. Donc, vous avez un petit connecteur USB. Et voilà, dans l'électronique étirable, on retrouve souvent ce motif de serpentin qui nous permet de faire des extensions, et voilà, d'où le nom électronique flexible ou étirable. Souvent, donc, tout cela, ça repose sur la flexibilité du support, de la connectique, mais quand on va vouloir insérer des composants, ces composants, pour la plupart du temps, resteront durs et classiques. On va venir les souder des composants rigides. Mais du fait de leur taille, de leur petite taille, ça ne va pas normalement impacter la flexibilité et la souplesse de l'ensemble. Et il y a une électronique que je mets un petit peu à part, mais on a un spécialiste qui va clarifier tout ce champ, c'est l'électronique organique, qui aussi assez souvent est imprimée. Et donc là, on va avoir des composants qui seront souvent des semi-conducteurs, mais cette fois organiques, et c'est ce que vous retrouvez maintenant de plus en plus dans les écrans avec les fameux OLED. Donc voilà, c'est pour vous donner un panorama de cette électronique. L'électronique souple, on a donné un terme
très générique, ce n'est pas une définition scientifique précise. Ça regroupe ces différents champs, ces différentes électroniques qui sont en émergence. Et donc, c'est un spectre. On peut le définir comme un spectre. Et nous, cette thématique-là, elle nous a particulièrement intéressés dans l'espace de prototypage numérique parce qu'elle permet d'allier plusieurs de nos passions qui sont bien sûr le numérique, mais aussi la fabrication additive. Donc, pour ceux qui ont visité le lieu, et comme j'ai parcouru la liste des participants, je sais qu'il y en a beaucoup que je connais déjà et qui sont venus. Le cœur de notre laboratoire, c'est la fabrication additive. Donc, on est à la croisée de ces deux chemins. Donc, pour nous, c'est logique de se pencher sur ce sujet-là. Et le numérique apporte beaucoup. Il permet de contrôler la chaîne et de dessiner, de concevoir, de simuler et de produire, et maintenant de plus en plus au sein d'un même outil numérique. Donc là, vous avez un des outils numériques qu'on utilise souvent, que les étudiants utilisent souvent. Là, en l'occurrence, c'est un logiciel d'Autodesk, mais il y a d'autres éditeurs de logiciels qui proposent la même chose. Donc, au sein d'une même suite, on va pouvoir faire toutes ces actions-là, et on va donc du coup pouvoir garder la main sur toute la production de notre électronique. Et tout ce qui est numérique, voilà, on pourra se poser la question de est-ce que du coup, avec ces outils, on a une électronique qui est dite scalable. Et on a toute la partie fabrication additive, donc on appelle aussi impression 3D, où on va venir déposer de l'encre conductrice. Pour cela, nous, on a investi dans une machine canadienne, une jeune start-up canadienne qui s'appelle Volterra, qui nous permet de déposer des encres conductrices en 2 dimensions pour l'instant. Mais on a aussi une machine développée par une start-up française qui s'appelle la Linkster, qui travaille en ce moment sur la possibilité de faire de l'impression et de la dépose liquide dans les 3 dimensions, parce que nous, c'est ce qui nous intéresse, d'aller de plus en plus vers la 3e dimension et d'intégrer l'électronique directement dans des pièces fonctionnelles. Et c'est ce qu'on appelle aussi, dans le jargon un peu du champ de la fabrication additive, la consolidation. Donc du coup, on n'a plus ces besoins d'assemblage nécessaires. Donc on avait des pièces mécaniques qu'on devait associer à de l'électronique. Par la suite, là, on aurait tout intégré dans une même pièce. Et ces technologies-là, maintenant, deviennent accessibles. Donc, c'est une petite machine de bureau qui est accessible avec un investissement relatif. Donc, du coup, ce sont des technologies qui deviennent accessibles au plus grand nombre et aussi qu'on peut internaliser dans différents types d'entreprises pour faire de l'itération rapide et de la R&D. On va voir si peut-être d'autres de nos acteurs de ce panel ont aussi une vision similaire de ces technologies. Donc voilà. Encore une fois, ça répond, cette problématique de l'électronique souple fait écho à ce qu'on a chez nous, sur tous les autres procédés de fabrication. Il ne s'agit jamais de regarder juste un procédé. Il faut toujours associer la matière première et ses limites, le procédé, mais aussi l'humain et le savoir-faire pour pouvoir concevoir autour de ces technologies. Donc, on va voir si, dans le cas de l'électronique souple, on a déjà ce triptyque qui est regroupé et s'il est au même niveau ou s'il y a un frein parmi ces 3 piliers. Du coup, je vais laisser chacun des acteurs se présenter maintenant. On va ensuite, dans la discussion, avoir plusieurs points de débat. Et parmi ces points, on va aborder les questions de performance. L'électronique imprimée est-elle limitée? On entend souvent ce type de reproche qui est fait. Mais faut-il réellement comparer l'électronique souple à l'électronique classique ou faut-il inventer des nouveaux usages? C'est une des questions qu'on va se poser. Pour la durabilité, donc comme le webinaire précédent était sur la durabilité, on va faire un petit clin d'œil, on va se poser aussi des questions autour de ces thématiques-là. Quelles sont les matières premières? Peut-on parler de chimie verte? Est-on en capacité de recycler cette électronique? Et ensuite, voilà, nous, c'est ce qui nous a intéressé, c'est la question de l'accessibilité. Donc, est-ce que ces technologies sont maintenant accessibles à un plus grand nombre ou est-on limité par des savoir-faire qui ne sont pour l'instant pas encore diffusés? Voilà, c'est autant de questions qu'on va pouvoir se poser au fil de cette discussion. Alors, ce panel, il a été constitué avec des partenaires de notre écosystème, des partenaires, on va dire, un petit peu plus étendus qu'au
au webinaire précédent, où on avait des startups accompagnées par EXOP. Là, on est sur des partenaires qui nous tiennent à cœur, mais qui sont dans un écosystème plus large, donc des fournisseurs, des chercheurs de l'école, et seront mentionnés aussi aujourd'hui différents acteurs, dont certains sont présents en audience. Donc ça tombe bien. Donc on a trois startups qui vont être mentionnées, qui sont proches de ces enjeux d'électronique souple. Donc Cocapec qui développe des encres conductrices, Omini qui développe un test sanguin, et Sensome qui traite toute la question des stents. Et on a aussi dans nos locaux donc une équipe élargie de R&D de chez Valeo qui s'est aussi penchée sur ces problématiques de plastronique. Maintenant, je laisse la parole à BioSerenity, notre premier interlocuteur. Bonjour à toutes. Merci à vous. BioSerenity, Nicolas Girado et Gaëtan Gerbert. On va aujourd'hui vous parler un petit peu des enjeux en fait, que peut avoir l'électronique souple dans notre développement et dans l'innovation chez BioSerenity et comment aujourd'hui cette technologie peut répondre aux enjeux et aux problématiques du système de soins qui est aujourd'hui. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, diapo suivante. Donc, comme je vous le disais, en fait, le pôle innovation de BioSerenity en fait, gère un pipeline de plusieurs projets disruptifs qui ont pour vocation de répondre à des besoins médicaux non couverts et de pouvoir améliorer les diagnostics et le suivi des patients. Pour ceci, notre cœur de métier, c'est l'électrophysiologie, mais pour que cette électrophysiologie soit aujourd'hui disruptive et puisse correspondre répondre aux problématiques de besoins de santé et de parcours de soins, on a besoin aujourd'hui qu'elle puisse être portable n'importe où. Diapo suivante. Et c'est-à-dire, aujourd'hui, c'est de créer réellement des outils de mesure électrophysiologique dites seconde peau, c'est-à-dire que le patient peut porter d'une durée d'1 heure à jusqu'à 30 jours, par exemple le cardioskin, pour pouvoir mesurer des paramètres physiologiques. D'où finalement l'utilisation incontournable de l'électronique souple ou des encres, on a vu, on fera un focus sur les encres imprimables, dans le développement de ces technologies. Donc ici, vous voyez plusieurs aires thérapeutiques qui peuvent être concernées. On a donc le sommeil, la cardiologie, la neurologie, diapo suivante, le santé de la femme, avec notamment le monitoring des grossesses à risque, l'urologie, et un autre projet, où là c'est la technologie électrode qui nous intéresse, mais l'électronique souple est aussi une partie prenante du projet, qui est la psychiatrie, avec un projet qui avait été initié au sein d'IXUP en 2018. Diapo suivante. Si on fait un focus sur un de nos produits, diapo suivante, on va parler plus particulièrement de l'EEG, l'électroencéphalogramme. Aujourd'hui, c'est un besoin sur le territoire français qui est très important, puisque pour vous donner une idée, en France, on réalise à peu près 1 million d'actes, 1 million d'examens d'électrophysiologie par jour, avec malheureusement des grandes disparités territoriales. L'idée, diapo suivante, avec nos technologies, donc en l'occurrence l'Euronaute, le point de focus qu'on fera, c'est de pouvoir concevoir un bonnet connecté, sans fil, qui puisse être, donc à partir d'un textile connecté, qui puisse être utilisé en vraie vie, dans l'environnement naturel du patient, n'importe où, n'importe quand, pour pouvoir faire des diagnostics très précis et ainsi pouvoir répondre aux inégalités type territoriales pour des patients qui n'ont pas forcément accès à un hôpital. Le tout piloté par le numérique et le traitement des données, qui va permettre de fournir aux cliniciens des marqueurs pouvant étayer les diagnostics et le monitoring, le suivi des patients. Des exemples pour des pathologies, c'est tout simplement pathologies assez courantes comme l'épilepsie ou l'AVC, où par exemple l'électroencéphalogramme a besoin d'être fait à domicile dans la journée, par exemple, pour pouvoir mesurer les périodes intercritiques entre 2 crises d'épilepsie chez un patient. Donc, il faudra bien entendu, quelque chose qui soit confortable,
qui puisse être mis rapidement et pas gênant dans les tâches quotidiennes du patient. Diapo suivante. Là, je vais laisser justement la parole à Gaëtan pour vous parler de tous les enjeux techniques de l'électronique souple dans le développement de nos technologies, en particulier sur le neuronaute. Oui, merci Nicolas. On peut tout de suite passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc du côté un tout petit peu plus technique, on l'a mentionné, ce qu'on veut faire, c'est un EEG, donc un bonnet EEG, simple d'utilisation et voilà, optimisé pour un usage facile par le patient. Pour autant, il y a plusieurs enjeux, notamment le premier, ça va être, et c'est le sujet du jour, de conduire le signal depuis le cuir chevelu, donc via des électrodes, jusqu'à nos boîtiers d'enregistrement que vous pouvez voir par exemple sur la photo de gauche. Donc il faut des pistes conductrices, bien sûr. Et c'est également le sujet du jour, il faut des pistes souples pour qu'elles puissent s'adapter à la morphologie d'une tête, sur des surfaces pas forcément évidentes, donc une surface hémisphérique, et avec un bon nombre de contraintes. Quand on dit électronique souple, c'est souvent un peu réducteur, parce que bien sûr, ce n'est pas que la souplesse en tant que telle qui nous intéresse, c'est tout un tas de contraintes liées à ça. J'en liste ici quelques-unes, à commencer par, dans le cas de l'EEG, le design. Donc, on a quand même une trentaine d'électrodes réparties sur le crâne qui doivent chacune être reliées électriquement, avec des positions imposées par la physiologie des signaux cérébraux et qui doivent converger vers le recorder. Donc, ça fait quand même une assez grosse densité de pistes qu'il faut pouvoir faire. On parlait de contraintes mécaniques avec la souplesse, mais en fait, il y a plus que ça, dans notre cas en tout cas. Il y a bien sûr donc la flexion, on le voit sur la photo, le produit est en flexion continue, il doit pouvoir être manipulé, retourné, mis dans différentes positions. Et lors de sa mise en place, lors de la manipulation du produit, il va également être allongé. C'est ce que Aline a évoqué également, le côté électronique extensible, donc des élongations de plusieurs centaines de pourcents. On parle aussi de signaux de très très faible amplitude, dans le cas des signaux cérébraux. Donc, il faut que ces pistes conductrices aient aussi des propriétés optimales de ce côté-là, avec une forte réduction du bruit et un bruit environnemental réduit pour que ça puisse être utilisé dans différents cas d'usage. Donc, quand la personne est allongée, quand la personne est debout, quand la personne marche, ce genre de choses pour les cas les plus ambitieux. Les questions d'interfaçage. Ça, c'est très important pour nous. Bien sûr, la piste conductrice en elle-même est importante, mais il faut pouvoir la connecter à nos électrodes ou à des électrodes autres pour faire le lien avec la peau. Et de l'autre côté, il y a forcément des questions de transition électronique souple vers électronique rigide qui se posent pour ramener ça vers des boîtiers électroniques classiques, des PCB classiques qui vont permettre l'acquisition, la transmission, le traitement des données. Et le dernier point que je mets tout en bas, qui est vraiment une problématique et un challenge central chez nous, c'est la question de la réutilisation. Surtout la question d'un usage unique du produit versus un usage multiple. Pour parler de ça, je vais commencer par décrire l'exemple qui est sur la droite. C'est un produit de Oceanity, un EEG jetable, donc à usage unique, fait à partir d'une technologie plus standard de circuit imprimé flexible, comme Aline le précisait, sur un substrat polyimide. Et bien que ce soit de l'électronique standard, grâce au design qu'on a développé, ça peut s'adapter très très facilement à n'importe quelle morphologie de tête, avec un positionnement naturel des électrodes aux bonnes positions. Donc ça, c'est relativement bas coût. C'est pour des cas d'usage assez courte durée. Donc, par exemple, un cas d'usage qu'on imagine, c'est en ambulance, où ça bouge un peu. On veut pouvoir mettre rapidement un EEG sur la tête de quelqu'un, sur la tête d'un patient qui en a besoin, sans avoir une trentaine de câbles à connecter électrode par électrode sur la tête, évidemment. Donc ça, c'est un cas d'usage direct et qui marche bien. Pour un produit jetable. À l'opposé, la question d'un produit réutilisable. C'est ce que je mets sur la gauche, donc un bonnet plus compliqué, plus design aussi, on peut dire, à base d'encre conductrice sérigraphiée. Donc, c'est des encres typiquement type VFP, dont on va parler tout à l'heure, qui sont des matrices polymériques avec des inclusions de microparticules, souvent à base d'argent,
qui sont imprimés sur un substrat extensible, et le substrat extensible peut lui-même être, dans notre cas en tout cas, laminé sur des textiles. Et ça permet de faire un produit qui est allongeable, qui est flexible et surtout lavable. Ici, on cherche une lavabilité de l'ordre de quelques dizaines de fois, donc c'est énorme. Et je précise une chose qui n'est pas forcément intuitive, c'est que le lavage, pour nous, c'est vraiment un cocktail de contraintes mécaniques, le pire qui soit. Il y a donc la flexion dont on a parlé, il y a beaucoup d'abrasion, de cisaillement, une humidité très forte, bien sûr, c'est l'immersion dans de l'eau, avec la présence de produits chimiques à haute température. C'est vraiment le pire qu'on puisse faire en termes de contraintes techniques. Et donc, pour nous, c'est un des gros challenges sur ce type de produit-là. Mais voilà, comme dit, on a des solutions en cours qui sont encore, qui méritent des développements. Donc en termes de formulation d'encre, en termes d'intégration, en termes de protection des pistes. Mais voilà, on a des solutions satisfaisantes et surtout des beaux projets de R&D en cours. Donc ça vous donne un aperçu de ce qu'on peut faire chez Biosanity pour ce cadre EEG. Et je vais garder la suite pour les questions et laisser la parole à l'intervenant suivant. On va passer cette slide, je pense, sauf si Nicolas, tu veux la prendre en charge. Sinon, on gardera ça pour les questions. Ah, on ne vous entend pas, Nicolas. On ne vous entend pas. Il faut remettre votre micro. Voilà. Oui, on le gardera pour plus tard pour laisser la place pour cette discussion, mais c'est des contraintes aujourd'hui qui sont incontournables dans le développement et qui font partie des cahiers des charges de la R&D, que ce soit dans l'électronique souple ou ailleurs. D'accord. Donc, on va laisser la parole à M. Carnietto. Oui. Alors, voilà. Donc, bonjour à tous, je suis Vincent Carnietto et je suis responsable du département d'électronique imprimée pour une société française qui se nomme VFP Inc. Technologies. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui qu'est-ce que nous proposons chez VFP. Allez-y. Donc, qui nous sommes, ce que l'on produit, notre offre, la gamme de solutions dédiées à l'électronique imprimée, et je vais vous donner des exemples d'applications concrètes dans ce domaine. Donc, VFP, ça a 25 ans d'années d'expérience. Nous sommes une société française, une cinquantaine de salariés. Nous réalisons un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros et nous exportons 60% de nos produits à l'export. Nous faisons partie d'un groupe qui se nomme Tripet et Renault. Et notre expertise, c'est de concevoir, développer et commercialiser des encres pour différents marchés. Donc, nous produisons des encres et des vernis pour des applications de sérigraphie. La sérigraphie est une méthode d'impression. Nous adressons des marchés tels que la carte bancaire, l'impression industrielle, tout ce qui est étiquette, des étiquettes de vin ou autres, et nous avons une forte dominance pour l'électronique imprimée. Donc, pour aider nos clients, etc., nous avons un fort réseau de distribution à l'international. Nous proposons un fort accompagnement technique et scientifique dans la création de produits électroniques imprimés et nous arrivons à réaliser des formulations sur mesure pour nos clients. Alors, ce que nous appelons dans notre jargon les encres fonctionnelles. L'électronique imprimée est un vaste monde et nous fabriquons des encres qui ont des fonctionnalités. Quand on parle d'une encre conductrice, sa fonction est de conduire le courant. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui toute la gamme d'encres fonctionnelles dédiées au marché de l'électronique imprimée. Donc, nous avons déjà défini un peu ce qui est l'électronique rigide de l'électronique flexible. Je voulais faire une petite aparté sur le sujet. L'électronique imprimée n'est pas uniquement liée au monde des substrats souples. On peut aussi imprimer des substrats rigides. Nous travaillons aujourd'hui sur des thématiques de verre intelligent. Il est tout à fait possible d'imprimer de l'électronique sur des supports rigides pour faire du verre intelligent, du verre tactile. Donc, juste petit aparté, ce n'est pas uniquement lié qu'au monde souple, mais la grosse dominante du marché de l'électronique imprimée, ça reste les substrats souples, les substrats étirables, type le textile ou les polyimides ou le PET.
Alors, je vais vous présenter aujourd'hui la gamme que l'on propose. Il faut savoir que dans l'électronique imprimée, on peut concentrer les matériaux ou les encres, qu'on appelle ça comme ça, les encres, autour de 3 grandes familles. Vous avez ce qu'on appelle souvent les encres conductrices, mais ce n'est pas uniquement les encres conductrices. Vous avez aussi ce qu'on appelle les encres isolantes, les vernis diélectriques, et les encres résistives. Donc nous, chez VFP, toute notre gamme Silver Electron est liée au monde des encres conductrices. Et quand on dit encres conductrices, ce sont des encres qui vont conduire le courant. À l'inverse, les vernis diélectriques, ce sont des vernis qui vont isoler du courant, puisque pour un grand nombre des encres conductrices, il faut savoir que ce sont des encres aussi qui vont devoir être protégées de l'atmosphère ambiante pour ne pas s'oxyder. Et vous avez aussi les encres résistives, donc à l'opposé de conductrices, elles ne vont pas conduire, mais elles vont conduire très légèrement le courant. Donc ce sont des encres résistives à base de carbone ou de graphène. L'ensemble de ces 3 grandes familles vont vous créer des produits finis. Une encre conductrice tout seul, ce n'est pas souvent une fin en soi. C'est un ensemble d'empilements qui vont vous créer une fonction électronique intelligente pour un produit. Donc, dans la gamme des encres, voilà, nous avons fait des encres conductrices qui vont s'adapter à différents domaines. BioSerenity en est un bel exemple. On peut imprimer des encres conductrices sur des tissus, mais aussi dans le domaine de la plastronique, on peut imprimer des encres sur du polycarbonate qui va être thermoformé. On peut imprimer sur des substrats rigides et souples comme du PET, ça peut être du papier, ça peut être du carton. L'avantage de cette technologie, c'est que nous avons un grand choix de supports et qui vont donc amener une diversité de produits finis très grande. Et donc, il faut qu'à chaque fois, on adapte nos matériaux à ces supports et aussi au process. C'est très important. On peut continuer. Il existe aujourd'hui une multitude d'applications. Les panneaux solaires tels qu'on les connaît sont dites rigides. Beaucoup de sociétés font appel à l'électronique imprimée pour constituer des substrats souples. Donc, il existe aujourd'hui des panneaux solaires souples. On peut fabriquer des capteurs. On peut faire ce qu'on appelle de la plastronique. On peut commencer à imprimer de l'électronique sur des tissus. L'avantage de l'électronique imprimée, c'est qu'on peut commencer à imprimer sur un nombre incalculable de supports et qui vont vous amener à des nouvelles fonctions et des nouveaux produits. Et il est aussi aujourd'hui possible de créer de l'impression 3D et d'imbriquer de l'électronique dans des produits imprimés en 3D. On peut continuer. Pour rentrer dans le concret, pour vraiment vous donner un exemple concret, je vous ai cité ici des exemples d'applications qui sont industrialisées depuis un grand nombre d'années. Ce que l'on appelle premièrement les claviers souples, où les interfaces entre l'homme et la machine sont industrialisées. Elles utilisent des encres conductrices, des vernis diélectriques, des encres carbone, et on crée ce qu'on appelle une interface entre l'homme et la machine. Quand on veut donner un ordre à une machine, on passe souvent par des supports souples. Je vais vous donner des exemples concrets. Quand on parle aujourd'hui, dans l'air du temps, des respirateurs, il faut savoir que les respirateurs dans le domaine du médical, qui sont utilisés aujourd'hui dans les phases de Covid, utilisent ce genre d'interface homme-machine. Vous prenez une table à cuisson à induction, une table à induction dans une cuisine. Quand vous appuyez sur du verre pour donner l'information d'augmenter ou de diminuer la température, c'est aussi fait avec des encres conductrices qui sont imprimées sur des plaques vitrocéramiques. Voilà des beaux exemples qui sont utilisés dans la vie de tous les jours sans que souvent on le sache. Les antennes, on parle aussi beaucoup d'antennes RFID, NFC. Vous trouverez dans vos passeports des antennes qui sont imprimées avec de l'encre conductrice et qui sont produites en grande quantité. Je ne parle pas aujourd'hui de produits à en devenir, je parle aujourd'hui d'exemples concrets qui sont utilisés dans la vie de tous les jours. Les capteurs, pour finir, vous avez aujourd'hui un capteur qui est largement utilisé dans le domaine automobile. Quand vous vous asseyez sur un siège et que vous ne mettez pas votre ceinture, vous avez toujours un warning. Pour effectuer ce warning, vous avez un petit capteur de pression qui est mis dans la mousse des sièges automobiles et qui vont vous donner l'information, il y a une présence physique, attention, la ceinture n'est pas mise. Et ça, aujourd'hui, c'est fait avec de l'encre conductrice et de l'encre piezo-résistive, carbone, imprimé sur un petit film de PET et qui va être commercialisé et intégré dans tous les sièges automobiles qui peuvent équiper les grands constructeurs automobiles. Voilà des exemples concrets aujourd'hui d'électronique
souples ou rigides, qui sont utilisées avec des méthodes d'impression telles que la sérigraphie et qui sont utilisées dans la vie de tous les jours. Mais vous avez aussi des applications à en devenir. Et voici quelques exemples. On parle beaucoup de plastronique aujourd'hui, c'est-à-dire, alors qu'est-ce que la plastronique? C'est qu'aujourd'hui, dans le monde automobile notamment, mais pas que, la domotique ou le médical, beaucoup de gens pensent à remplacer les cartes PCB par imprimer les pistes conductrices directement sur les plastiques. Donc, quel est le but final? Diminuer les poids, donc on ne met plus de cartes PCB, avoir une miniaturisation de l'électronique, donc alléger les véhicules ou les plastiques. Et donc, l'idée, c'est d'imprimer donc toutes ces encres sur des supports type polycarbonate qui vont être thermoformés, miniaturisés, allégés. D'autres business à en devenir, le textile. Aujourd'hui, le textile est un énorme domaine qui est très sollicité pour l'électronique imprimée, pour faire du textile intelligent pour le sport, pour le médical, des électrocardiogrammes, pour aussi faire du lighting. On pense beaucoup aujourd'hui à des t-shirts ou à des manteaux qui pourraient s'illuminer pour des automobilistes. Quand vous êtes sur un scooter, vous voulez tourner à gauche, à droite, pourquoi pas que le bras droit s'illumine ou le bras gauche. Voilà des exemples d'applications en devenir concrètes. Et aussi l'impression 3D, puisqu'aujourd'hui on imprime du métal, on imprime de la céramique, du bois, du papier, mais pourquoi pas commencer aussi à imbriquer de l'électronique pour fonctionnaliser ces surfaces. Et la méthode 3D est un grand enjeu d'avenir. Donc je suis aussi ici présent aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions. J'espère vous avoir fait une belle introduction un peu de l'électronique imprimée. Et voilà, n'hésitez pas à me poser des questions pour la suite des événements. D'accord, merci monsieur. Merci beaucoup monsieur Carniato. Plaisir. Et justement, voilà, c'est très bien notifié. N'hésitez pas à poser vos questions sur le petit onglet questions-réponses. Voilà, n'hésitez pas. Et puis, on s'approche de la fin de la présentation avec monsieur Bonacieux. Je vous laisse la parole. Là. Merci beaucoup. Merci Mathilde. Bonjour à tous. Alors, comme je passe dernier, il y a des choses qui vont passer plus vite, parce qu'elles ont déjà été dites par mes collègues. Alors, bon, très rapidement, donc, comme ça a été dit, moi, je suis professeur au département de physique. J'enseigne plutôt sur l'électronique et aussi l'électronique de puissance, que ce soit des électrotéchniciens et des ingénieurs. Et je suis directeur d'un laboratoire qui est sur le campus, qui est un laboratoire de physique des interfaces et des couches minces, dans lequel on travaille beaucoup sur de l'électronique grande surface, je vais revenir là-dessus, flexible ou non flexible. Et j'ai travaillé avec plusieurs startups qui ont été citées ici. Je en parlerai d'autres aussi, où je fais du conseil scientifique avec Samsung sur des... Alors, c'est plus des stents maintenant, c'est des cathéters pour le cerveau, par de la spectroscopie d'impédance, et Omini, qui sont des capteurs pour le sang, qui ne sont pas sur des supports flexibles, mais qui sont par des technologies imprimées. Voilà. Slide suivant. Donc, c'est un peu l'histoire. Aussi quelques définitions, je vais revenir dessus. L'électronique sur laquelle on parle souvent, c'est l'électronique qui peut être l'électronique grande surface, dans certains points. Souvent, quand on parle d'électronique, on parle de puces qui font quelques millimètres carrés. Mais on peut aussi parler, quand on parle d'écran, quand on parle de cellules solaires, quand on parle de capteurs, d'électronique en grande surface. Alors, pas à Carrefour, mais sur très grand substrat. Là, par exemple, je vais montrer une plaque de verre qui peut faire jusqu'à 3 mètres par 3 mètres 20, c'est la Gen 11, sur laquelle on dépose des écrans et on fait ça par des techniques, je reviens un peu dessus, d'évaporation. C'est souvent aussi une électronique qui est en couche mince, c'est-à-dire qu'on travaille sur des mètres carrés de surface, mais on va travailler avec des couches qui peuvent faire quelques nanomètres, quelques dizaines de nanomètres. Une OLED, organique light emitting diode, c'est sur 100 nanomètres, je peux avoir 5, 6, 7, 8 couches différentes de matériaux organiques. Donc, comment on peut gérer ça sur des très grandes surfaces et flexibles? Donc, elle peut être flexible. Ça peut être d'abord des substrats qui ne sont pas plans, qui ont des formes quelconques, qui peuvent être conformables, par exemple des écrans qui sont un peu courbés, pliables, flexibles, comme on l'a vu, voire pliables pour les tissus, etc. Et enfin, souvent, on parle d'électronique organique. Organique, ça veut dire qu'on utilise des plastiques, du carbone. C'est de la chimie du carbone. Donc, des matériaux plastiques, des polymères qui peuvent, comme mes collègues l'ont dit, avoir des propriétés conductrices qui laissent passer le courant tout le temps, isolantes qui ne laissent jamais passer le courant, ou semi-conductrices, c'est-à-dire qu'on peut rendre conducteurs en les excitant un peu et les rendre plus efficaces. Suivant. Alors là, je vais passer très vite. Les exemples, on les a parlé, les écrans, les capteurs, les cellules solaires, l'éclairage. Vincent nous en a parlé pour des éclairages sur des tissus, par exemple.
Donc là, je passe au suivant. Alors, c'est aussi un monde réel. Les prédécesseurs ont montré des exemples qui sont vraiment très intéressants dans le biomédical, les tissus et autres, mais il y a aussi un monde où on commence aussi à trouver dans le grand public cette électronique flexible, c'est les écrans. Alors, ça reste encore des démonstrateurs, hein. On a des gros problèmes de durée de vie. Enfin, ça reste pas des démonstrateurs, excusez-moi. Ça fait 10 ans qu'on est des démonstrateurs, mais on a travaillé avec Samsung sur des OLED flexibles depuis bien 10 ans. Mais maintenant, c'est des produits qui sont en vente. Vous pouvez aller acheter. C'est un peu cher. Des smartphones, voire des télés. Maintenant, LG sorti une télé qui était flexible. Donc, vous pouvez plier, déplier. Et l'écran lui-même est fait sur un substrat et est flexible. Alors, il y a Xiaomi qui en propose un et Motorola, mais les plus avancés, sincèrement, c'est Samsung là-dessus au niveau écran et télé, c'est LG, c'est les Coréens. On va continuer un peu. Donc, juste pour présenter mon laboratoire, mon laboratoire, on travaille sur cette électronique flexible en grande surface. Ça peut être avec des matériaux qui peuvent être des matériaux inorganiques, donc d'une chimie qui n'est pas du carbone, en général du silicium, mais on peut d'autres aussi, arsenium, gallium. On fait des matériaux qui peuvent être nanostructurés, des nanotubes de carbone, on va faire des encres avec ça. Vincent Carniato a parlé d'encre avec des graphènes. Nous, on utilise des nanotubes de carbone qu'on fonctionnalise, mais je pense qu'on aurait des discussions à avoir. Avec des applications qui vont être vers le biomédical, vers le photovoltaïque, vers les écrans, plus trop vers les écrans plats, mais vers les capteurs actuellement. Avec donc où on va déposer ces couches, les mettre en forme, les caractériser, et pour avoir des applications vers donc, je le dis, du biomédical, du photovoltaïque et des capteurs. Pour terminer la présentation, donc dernier slide, je pense, suivant. Oui, c'est ça. Il y en a peut-être encore un après, on verra. Donc, quelques points qu'on peut mettre en avant sur lesquels on a travaillé, on travaille vers l'électronique flexible. Pour le moment, c'est plutôt vers les capteurs. Donc, vers des capteurs, on travaille sur des capteurs imprimés à base d'un nanotube de carbone en impression 2D qui sont imprimés sur une puce. On voit un capteur qu'on met dans des circuits d'eau pour faire de la détection de polluants dans l'eau. Et donc, on utilise des nanotubes de carbone dans une encre qui ont été fonctionnalisés par des polymères pour avoir des sensibilités à différents capteurs. Et on a une matrice qu'on vient imprimer là-dessus. Après, on travaille donc avec Omini, donc la startup qui était partie sur des capteurs qu'on appelle des OECT, Organic Electrochemical Transistors, donc des transistors organiques électrochimiques qui vont détecter des cations et des anions, des ions dans la structure et qui vont être donc sensibles à certains éléments de détection du cancer dans le sang. Et là aussi, c'est fait à partir de composants imprimés, du PEDOT PSS pour être là-dessus. Avec Samsung, alors c'est pas l'électronique en tant que telle, ça a été présenté qui est flexible, l'électronique en tant que telle qui va mesurer la résistance d'un caillot dans le cerveau, elle est classique, elle est rigide, mais c'est toute la connexion pour amener l'information au niveau de la mesure hors du corps humain qui elle est flexible et donc on a des capteurs d'impédance qui est là-dessus. Et dernier point, donc ça c'est aussi une start-up avec lequel on a travaillé, qui est Altarode, qui mesure en fait des déformations de la route, des capteurs de pression qui sont coulés dans du zéolite pour mettre dans les routes directement pour faire de la détection de déformation de route, du péage ou des choses comme ça. Voilà, je voulais remercier. Alors, juste un point, on a aussi des contacts il y a d'autres startups qui n'ont pas été citées, par exemple sur le photovoltaïque. On peut parler d'Armor, qui est pas une startup, mais une grande entreprise française qui vend maintenant des produits photovoltaïques. J'ai un sac de démonstration avec la couverture du sac qui permet de recharger une batterie pour son smartphone. On peut parler d'Isorg aussi, qui fait des capteurs de footprint, d'empreintes digitales, excusez-moi, voilà, qui sont à base aussi des trucs organiques à Limoges et à Grenoble. Enfin, il y a tout un paysage qui se met en place et dont on a de très beaux exemples ici. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Bonacieux. Merci à tous. Alors, écoutez, il n'y a pas de questions pour l'instant. Ça va peut-être venir. En revanche, nous avons des questions avec Aline pour juste rebondir sur les dernières phrases de oui. M. Bonacieux. Donc, il évoque, comme j'essaie aussi de le faire, un écosystème très large, complémentaire. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots sur vos liens avec l'écosystème de l'École Polytechnique sur ces sujets,
si vous avez travaillé ensemble, quels ont été les apports de cet écosystème? Non, personne. Et BioSerenity, peut-être Nicolas? Parce qu'on a écrit avec M. Jurado un article sur la réalité. Oui, c'est vrai, Il fut un temps que nous recommandons. Oui, en fait, nous, le lien avec l'écosystème, avec le DRAI, le X-DRAI, est né en fait sur un des projets qui est chez BioSerenity maintenant, qui est sur la psychiatrie et en fait plus l'usage de l'électrorétinogramme, de l'électrorétinographie dans un casque de réalité virtuelle pour détecter les maladies mentales et suivre leurs évolutions. C'est quelque chose aujourd'hui où Polytechnique, en tout cas, nous a soutenus. Et aujourd'hui, on est en phase de pré-industrialisation sur ce projet. Et on remercie beaucoup de l'accompagnement qu'il y a pu avoir. On continue à avoir des liens aussi, plus sur d'autres applications et sur du machine learning aussi qui est en cours. Mais effectivement, vous êtes d'un grand soutien en tout cas dans les projets innovants et disruptifs. Et l'écosystème est très complet et ça c'est très intéressant, quoi. Puisqu'il va effectivement là on fait un focus aujourd'hui sur le prototyping ou sur le Fab Lab, mais il y a aussi tout l'aspect d'accompagnement qu'il peut y avoir sur un projet qui est très complet, jusqu'à la mise en relation avec des réseaux, avec des plus grandes entreprises, avec forcément d'autres interlocuteurs. Et ce qui est très intéressant, le fait d'être plusieurs projets incubés au même endroit, on se parle beaucoup et souvent on oublie finalement la réponse à sa question, elle peut être dans le bureau d'en face. Et ça c'est la force de l'écosystème aussi. Tout à fait. Et c'est vrai qu'avec Aline, on avait fait un petit article qui était très intéressant. Donc on était dans le bureau d'en face un moment. En anglais. Je crois que Gaëtan est aussi passé pas loin. Oui, tout à fait. Moi, on a vu dans la vidéo Yatsna avec qui j'étais en master, effectivement, master entrepreneurial à l'X avec Bruno Martineau, il y a quelques années maintenant. Qui est dans l'audience, j'ai vu son nom passer à un moment où il y était en tout cas. Ok, et super. Et voilà, donc bien sûr, formation qui m'a beaucoup servi ensuite pour le développement chez BioSerenity, qui reste une entreprise, mais une grosse start-up avant tout dans la dynamique et dans l'évolution des projets R&D. Et ça se confirme avec tous les liens qu'on a là de projets très innovants, très ambitieux, qui sont vraiment l'ADN de l'entreprise. Mais je crois que quand on passe chez vous, on peut pas on passe pas sans lire le livre de Bruno Martineau, Startup. Ah, sur le bureau. Très bien. Oui, c'est une lecture à recommander. Oui, vraiment, vraiment. Donc, ce premier pas en tant que startup, je pense que c'est un incontournable. Alors, on a une question de William Lapierre. Quels sont les courants maximaux admissibles des encres proposées? Et M. Carniatos proposait de je ne savais pas en fait, si on avait le droit de répondre ou pas via le message. Voilà. Enfin, l'idée, en fait, c'est que on expose à tout le monde en fait, les interrogations. Et puis, voilà, si vous souhaitez répondre l'un ou l'autre, ou tous, vous êtes bienvenus. Donc, il y avait une question sur l'ampérage. Donc, c'est une question qu'on nous a souvent demandé, savoir quel est le courant max à déposer dans une encre. Aujourd'hui, ce que je peux vous donner d'expérience réelle, puisqu'on l'a testé, on monte généralement sur des pistes qui font, alors en largeur, il faut savoir que c'est un volume d'encre qui est déposé. Plus il y a d'encre, plus vous êtes conducteur. Et plus vous allez être conducteur, plus l'encre va résister à des forts courants parce qu'elle va moins chauffer. On monte à du 1,2 ampères. Mais ça va dépendre de l'épaisseur. Pour une épaisseur, je vous dirais à peu près de 8 microns après recuit, une fois que l'encre est imprimée et séchée.
nous avions imprimé des pistes qui faisaient 8 microns d'épaisseur avec une largeur à peu près de 500 microns. On envoyait du 1,2 ampères. Je parle bien en courant, à peu près. Et dès qu'on va monter au-delà, 1,5, 2, 3, 4, alors là, les pistes vont commencer à fondre, à s'évaporer, à griller elles-mêmes. Mais voilà, ça, je vous parle aujourd'hui avec les encres de chez VFP. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres encres qui montent plus haut, peut-être sur le marché, il faudrait voir. Mais voilà à peu près les courants forts. Quand je parle de courants forts, dès qu'on commence à… Il faut savoir que dans l'électronique imprimée, on parle souvent de miniaturiser, etc. On parle souvent de courants très faibles, 200, 300 microampères, choses comme ça, ou pour faire de l'IoT ou autre. Et dès qu'on commence à parler de 1 ampère, un peu plus, là, on est dans des forts courants, à peu près. Et ça va dépendre du design du circuit, parce qu'on pourrait aussi imprimer des pistes qui font 3-4 cm de largeur aussi. Tout dépend mais, du besoin final, pour ma part. En tout cas, si… Vous vouliez réagir, M. Bonacieux? Non. Non. Pas particulièrement. C'est vrai qu'1 ampère, c'est déjà énorme pour énormément d'applications, surtout si on tient compte de la consommation qu'il va y avoir derrière, des pertes, etc. On est plutôt sur des dizaines de microampères. Donc, Monsieur Lapierre veut monter apparemment jusqu'à 10 ampères. Donc… C'est bizarre. J'ai souvent eu des questions pareilles dans les batteries flexibles, 10 ampères. Là, 10 ampères, ça commence… Je ne sais pas déjà en termes d'électronique, quand on prend des câbles électroniques, jusqu'à combien d'ampères on monte. Mais s'il faut un fil de cuivre qui fait, je dis une bêtise, 1 cm de diamètre, il faut savoir qu'aujourd'hui, une encre conductrice utilise des particules de métal pour que ça soit conducteur. Ouais. C'est des particules, ce n'est pas du métal pur. Une encre conductrice… que ce soit du cuivre, de l'argent, de l'aluminium ou autre chose, ne pourra jamais être autant conducteur ou avoir les mêmes propriétés qu'un métal pur. 10 ampères, ça commence à être… comme je disais, on monte aujourd'hui à du 1 ampère, 1,5, c'est déjà des gros courants pour de l'électronique souple. Mais alors, parce qu'il faut aussi que les supports sur lesquels vous imprimez vos encres résistent. Parce que quand vous allez envoyer un courant aussi fort, l'encre va peut-être s'échauffer. Il faut aussi que le support résiste. Donc, 10 ampères, ça me paraît aujourd'hui très fort. On a aussi des demandes pour 15 du côté de Valeo, 15 ampères, toujours 15 ampères. Voilà. Je n'ai pas vu encore d'application. Je ne dis pas que ça peut-être n'existe pas, mais je n'en ai encore jamais vu. Et alors, une question de Simon. Quels sont les ordres de grandeur des rayons de courbure atteignables dans le cadre de pistes thermoformées? Il y a une question de Chloé aussi à laquelle on n'a pas encore répondu. Chloé, assurer que le circuit ne va pas craqueler quand le substrat est manipulé. Oui, j'ai résolu la question de Chloé sans faire exprès, désolé. En fait, voilà, l'idée c'est de répondre pour répondre à la question. Effectivement, si on imprimait directement l'encre sur un substrat textile, donc avec des mailles, avec des fibres entrelacées, on aurait une rupture de circuit dès qu'on allongerait le textile, dès qu'on déformerait le textile. Donc, en tout cas, dans ce qu'on fait nous, c'est qu'on a toujours un substrat intermédiaire sur lequel est imprimée l'encre, donc un substrat élastique. Ça peut être des films plastiques. Et ensuite, ce film plastique pourra être thermo-déposé sur un textile. Donc, ça fait une espèce d'interface qui permet de garder l'encre, de garder un circuit continu tout au long du produit. Après, si je peux rajouter, il y a ce qu'a montré Aline aussi. On peut jouer sur les formes des circuits, avoir des formes assez complexes qui permettent de s'étirer et de se déposer dessus. Et puis enfin, il y a aussi le fait de dire que on peut utiliser des circuits, ça dépend de type d'électronique qu'on utilise. Si c'est du silicium, elle va être rigide, donc là on va avoir des problèmes de rigidité en fonction de la taille, mais on peut utiliser aussi, si c'est de l'organique, si c'est des polymères, si c'est du plastique, il a sa flexibilité propre, donc il va plus facilement s'adapter aux déformations du substrat. Pour ajouter un petit peu là-dessus encore, oui. Niveau élasticité, là je pense que la craquelure dont était l'objet, dont la question parlait, c'était vraiment à l'échelle de la fibre, même si on fait des formes différentes, à l'échelle propre de la fibre où est imprimée l'encre, on aura des soucis de rupture de contact. Mais par contre, effectivement, les aspects de forme sont extrêmement importants et nous, on les utilise beaucoup pour cumuler. L'élasticité peut venir d'un double effet.
l'encre elle-même qui est étirable dans une certaine mesure. Et puis, bien sûr, c'est l'exemple qu'on a vu tout à l'heure avec Aline, les formes en fer à cheval, les formes en sinus, ce genre de choses, qui sont usuellement utilisées pour ramener une réserve supplémentaire d'élasticité dans les produits. Et ça va dépendre, ouais. Ça dépend aussi beaucoup de la chimie de l'encre, l'élasticité de l'encre. Quand on parle de déformabilité, donc il y a le côté étirable, mais je vais vous montrer un cas concret. Voilà, si une encre conductrice imprimée sur un PET, aujourd'hui, les essais conventionnels que font nos clients, c'est de prendre ce support imprimé et de faire ce qu'on appelle des pliures comme ça. Et en fait, on mesure la conductivité de l'encre avant et après. Donc, on regarde si les encres craquent. Donc, ça va aussi dépendre beaucoup de la chimie de l'encre. Vous avez des encres qui vont résister plus ou moins à ce genre de tests. Et ça, ce sont des tests que font beaucoup de nos industriels pour s'assurer qu'on ne va pas rompre la connectivité en bougeant, en tordant le substrat dans tous les sens. C'est vrai que ce test va être, mis à rude épreuve dans le textile, parce que dans le côté textile, on va étirer encore l'encre. Alors là, c'est encore pire. On va étirer les particules entre elles. Donc, tout dépend un peu de ce qu'on veut en faire. Le formage sur le polycarbonate, le PET ou le textile, vous avez vraiment des applications et des chimies différentes. Et les résultats ne sont pas du tout les mêmes suivant l'application. C'est vraiment important de le noter. On va parler d'étirabilité autant dans le textile que dans le polycarbonate pour faire du thermoformage. Aujourd'hui, on arrive à thermoformer des angles à 90 degrés, en fait, sans que la piste vienne se couper. Donc, voilà, ça fait appel à pas mal de choses et de contraintes dépendant de l'application finale. Ce qui est vrai pour le textile n'est pas forcément vrai pour le PET, qui n'est pas forcément vrai pour le papier ou autre. Et aujourd'hui, quels sont les enjeux sur ces thématiques-là, les recherches? Je sais qu'on avait parlé avec M. Bonacier d'encapsulation. Est-ce que oui. Enfin, alors, peut-être moins sur les encres, mais ouais. Les problèmes qu'on a d'encapsulation, c'est plutôt quand on utilise les semi-conducteurs organiques, comme les OLED ou les autres matériaux comme ça, qui par concept même n'aiment pas l'oxygène, par principe même de fonctionnement. Donc là où on a des difficultés d'encapsulation, c'est ce qui a mis très longtemps à sortir sur les écrans flexibles. Et c'est ça. Sur les encres, je pense que c'est moins prégnant. Je peux laisser Vincent Carnier te répondre. Mais... Alors, l'encre conductrice, c'est par défaut, quand on parle d'industrialisation, elle est toujours encapsulée avec un vernis diélectrique. Parce qu'il faut savoir qu'une encre conductrice utilise, ça peut être des particules d'argent, de cuivre, elles vont s'oxyder avec le temps. Et qui dit oxydation dit perte des propriétés conductrices. Donc, toujours, les encres conductrices sont encapsulées avec un vernis diélectrique qui protège du coup la piste conductrice de l'extérieur. Sinon, avec le temps, elle va se dégrader. Le vernis d'encapsulation peut aussi jouer le rôle de protection mécanique. Ça peut être une encre fonctionnelle 2 en 1, protection extérieure et en même temps électrique. Voilà, un petit peu ce qui est de l'isolation. On a une question. Oui, il y avait beaucoup. Oui, alors Nicolas Devienne, connaissez-vous des essais normalisés sur les problèmes de craquage à pliure? On entre vraiment dans le détail. Ouais, c'est parce que j'ai fait le petit schéma, je pense, de la pliure. Les essais, en tout cas, il n'y a pas de normes derrière. Les clients font leur propre cahier des charges. Tout dépend de l'application finale. Nous, nos clients sont des imprimeurs qui vont utiliser de l'encre conductrice ou autre. Et le client final va demander une résistance à la pliure, une résistance à scie. Donc, vous pouvez avoir des fois des essais où on va effectuer 1000 pliures en mesurant la conductivité avant et après. Et il faut que le circuit reste dans une tolérance de conductivité entre plus et moins 10%, plus et moins 20%. Tout dépend de l'industrie. Le médical ne va pas demander la même chose que dans l'automobile, qui ne va pas demander la même chose que dans l'électroménager. Donc, le cahier des charges est un peu lié à chaque industrie. L'idée, si on pouvait faire au mieux du mieux, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une pliure, ce qui est aussi le cas d'une encre que l'on a développée chez VFP, c'est que aussi bien une pliure vers l'intérieur que vers l'extérieur, on doit avoir quasiment aucune perte. Et chose aujourd'hui, on a développé une encre pour ce faire et qui répond au marché de l'interface aux machines, ce qu'on appelle le clavier souple en PET. Ça, c'est un des essais que nous
nous réalisons avec ces applications-là. Mais ce ne sera pas forcément le cas dans l'automobile ou dans le textile. Tout dépend de l'industrie qui est demandeuse. Donc, il y a une dernière question sur la courbure et après, je pense qu'on va essayer de passer aux enjeux de durabilité ou développement durable, comme on avait une slide de prête. Juste la dernière question par rapport à ces déformations. On avait une question de Simon qui nous demandait quels sont les ordres de grandeur des rayons de courbure atteignables dans le cas de pistes thermoformées. Moi, je réponds. J'imagine que ça inclut les angles parce que je ne veux aussi pas monopoliser le discours pour M. Bonacieux ou BioSerenity. Si on parle de l'encre, alors aujourd'hui en thermoformage, il y a deux mots à utiliser. On parle d'élongation souvent dans le domaine du textile parce que quand on parle d'élongation, on va étirer sur un axe. Le thermoformage, lui, c'est une élongation sur 3 axes, X, Y, Z. Donc, nous, je sais que quand on travaille dans le domaine du textile, on parle souvent de 80% d'étirabilité, mais c'est sur un axe. Autant quand on parle d'élongation dans le thermoformage, donc on va thermoformer une pièce type sur du polycarbonate, c'est très difficile de mesurer l'élongation. On parle plutôt, alors, les effets les plus forts, je peux vous montrer un exemple concret ici, d'une piste thermoformée que l'on a réalisée. On parle plutôt en angle, en fait. Ce qui va vraiment être le plus difficile pour thermoformer une encre conductrice, c'est les angles à 90 degrés. Là, la rupture est très, très forte. En règle générale, dans le thermoformage, on parle de 15% d'étirabilité, mais ça va bien au-delà. On veut thermoformer des pièces qui font à peu près 4 cm3. Imaginez un cube de 4 par 4 par 4 cm. Donc là, on est sur des élongations à peu près de 15%. Et ça résiste. Ce qui est très important, c'est qu'on peut étirer très fort, mais il faut surtout que le rayon de courbure que vous parliez, plus il est faible, mieux c'est. Mais quand vous avez des rayons de courbure à 90 degrés, là, c'est très fort. Et ça va faire aussi appel au process. Est-ce qu'on thermoforme rapidement, lentement, à quelle température? Tout ça font appel à de la plasturgie et ça va dépendre de beaucoup de paramètres. Il n'y a pas vraiment de réponse précise pour dire c'est binaire, oui, ça marche, non, ça ne marche pas. Ça va faire appel à beaucoup de compétences différentes. Et aujourd'hui, on arrive à thermoformer facilement 15%, 20% d'élongation avec des encres conductrices, vernis diélectrique. À peu près. Merci beaucoup pour un peu ces vague, précisions. Mais... Non, c'est... J'espère que ça a répondu aux différentes questions. Du coup, peut-être qu'on passe à la discussion sur la durabilité. Encore une fois, une acceptation large de cette notion. Du coup, parce qu'on a parlé donc de cycle de vie, d'usage unique. Peut-être on a vu qu'on pouvait créer des composites. Voilà, quelles sont les conditions de recyclabilité? Y a-t-il de la recyclabilité? Voilà, je vous laisse un petit peu échanger sur ces enjeux-là, ceux qui sont des obstacles pour vous dans vos cahiers des charges ou pour les développements futurs. On pose la question à qui, du coup? Vous, je sais qu'il y avait une slide prête du côté BioSerenity, donc c'était un appel du pied. Mais après, l'idée que vous interagissiez tous ensemble, bien sûr. C'est par ici. Il me semble. Voilà, tout à fait. C'était à celle-ci que je pensais. Ouais, effectivement, nous, dans tous nos projets, maintenant, on essaye d'intégrer justement cet impact sur l'environnement parce que ça fait partie des cahiers des charges, ça fait aussi partie sur tous les appels à projets qu'on peut faire, des choses sur lesquelles qui sont regardées. Et je pense que vous, de chacun, toutes les parties prenantes, y compris chez toi, Aline, où vous avez cette notion maintenant, aujourd'hui, de pouvoir développer en tout cas des produits en prenant en aspect ce cahier des charges, quel est l'impact sur l'environnement. Alors, en fait, maintenant, il y a un mot, on ne dit plus l'impact sur l'environnement, mais on dit éco, quelque chose, je ne me souviens plus. Je retrouverai le mot. C'est dans les cahiers des charges, mais bon, nous, on essaye
effectivement, comme le disait Gaëtan tout à l'heure, de développer quelque chose qui soit réutilisable, utilisable, en tout cas pour tout ce qui est nos textiles, avec des objectifs supérieurs à 10 fois. Tout ce qui est... Après, il y a un autre enjeu, c'est aussi le single use, qui est aussi important. Donc là aussi, dans le choix des matériaux, il faut qu'on fasse du focus sur ce qui est recyclable. Ça c'est clair. Je peux ajouter quelques trucs là-dessus si tu veux. Là, je parlais tout à l'heure d'ailleurs, je crois qu'il y avait la question sur les types de substrats utilisés pour les substrats étirables. On est sur donc des TPU souvent, enfin, des polyuréthanes, des plastiques polyuréthanes. On fait aussi des tests, par exemple, sur papier, pour faire déjà en termes de réduction des coûts, et puis surtout en termes de réduction d'empreintes liées à la fabrication du produit. Ça fait voilà, on peut presque parler de patch à ce niveau-là. C'est des produits à usage à très court terme pour de l'usage immédiat et efficace, et que à ce moment, dans ce cas-là, le produit final puisse être jeté sans trop de conséquences. Un deuxième point que je voulais aborder, c'est il y a toujours une part, en tout cas dans nos produits, de réutilisables et de jetables. Même dans le produit flexible que je vous ai montré, celui en circuit électronique flexible, l'électrode elle-même, l'ensemble des électrodes est jetable. Bien sûr, le recorder qui est dessus est réutilisable. On pourrait tout à fait imaginer imprimer directement les composants électroniques, enfin, pas imprimer, mais déposer directement les composants électroniques sur le produit. Ça ferait quelque chose de moins dense, c'est tout à fait réalisable, mais le coût derrière pour l'environnement et pour la masse de déchets serait bien plus important. Donc on a ce genre de réflexion pour optimiser, ou plutôt minimiser la partie des produits qui finissent effectivement à la poubelle et dont on ne peut pas se passer. Ça reste, encore une fois, dans le cas du médical. Donc, il y a aussi des questions, bien sûr, de biocompatibilité, de problématiques interpatients. Quand on fait du lavage, c'est bien sûr pour pouvoir utiliser aussi, notamment les produits entre des patients différents. Il faut assurer toutes les questions de protection du patient. Et ce qui est très problématique, non pas de notre part à nous, mais pour les établissements hospitaliers. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, un établissement hospitalier n'est pas fan du textile réutilisable, parce que eux, ça renclenche un process également autour de la stérilisation, la blanchisserie, le nettoyage qui va être fait obligatoirement dans les blanchisseries avec des protocoles d'hygiène, etc. Donc, ça recrée un nouveau cycle autour du produit et qui n'est pas forcément en adéquation avec le côté impact sur l'environnement et usage médical. D'où finalement ces deux développements qui viennent à côté avec le single use, l'utilisation une fois, avec ce qu'on peut faire effectivement de réutilisable dedans, comme le disait Gaëtan, avec le recorder qui reste. Alors, si je peux rajouter quelques éléments, c'est vrai que souvent la chimie qu'on utilise dans ces matériaux-là, les solvants et autres, sont pas forcément. Bon, ça peut être de la chimie carbonée, mais on peut utiliser des solvants qui ne sont pas excellemment, enfin qui ne sont pas géniaux au niveau impact environnementaux. Intrinsèquement aussi, souvent ce qu'on dépose, c'est des couches extrêmement minces. Je vais revenir sur mon exemple d'écran ou d'OLED. Sur ces quelques microns, quelques centaines de nanomètres, donc sur le millième du diamètre d'un cheveu, le millième du diamètre d'un cheveu, 80 microns, donc 80 nanomètres, et ben, on va déposer plusieurs couches de matériaux et ça va être extrêmement difficile de les éliminer, de les récupérer parce qu'ils sont mélangés, etc. Par contre, l'impact environnemental, il peut être vu, c'était un peu. Vous auriez pu laisser le slide de mes collègues, parce que ça va être une des façons, au niveau énergétique, le passage aux OLED, dans l'éclairage, le passage OLED, c'est des gens qui consomment beaucoup moins. Un truc tout simple, un écran LCD, c'est une lampe derrière un écran qui éclaire tout le temps, et quand vous voulez faire un point noir, vous mettez devant un petit cache qui bloque, qui fait votre pixel qui devient noir ou des niveaux de gris. Mais il reste blanc tout le temps. Alors qu'une OLED, elle n'émet de la lumière que quand on lui met de l'énergie dedans. Quand je veux faire un point noir, c'est pour ça que les écrans OLED ont un contraste magnifique, je ne mets pas de courant, je ne consomme pas. Donc,
Et en plus, les rendements sont bien meilleurs, hein. Une lampe à filament, c'est 5%. Une LED, on peut monter à 50% à peu près de grandeur, à la louche, d'énergie que vous mettez dedans qui se transforme en énergie lumineuse. Donc là, ça peut jouer beaucoup. Ça peut jouer beaucoup aussi, on vous a montré des exemples de cellules solaires flexibles qu'on peut mettre plus facilement, intégrer sur les toits, sur les bâtiments, un peu partout. Et ça peut jouer le rôle dans le changement du paradigme de production d'énergie et de passer à des énergies plus renouvelables. Hein, je rappelle, soit dit en passant, que le nucléaire, ça ne produit pas de carbone, mais ce n'est pas du renouvelable. Il faut des matériaux fissiles. Donc ça joue là-dessus. Après, ça peut jouer aussi sur la généralisation de capteurs, sur la pollution de l'air, sur la pollution de l'eau. C'est ce qu'on fait nous. On fait des capteurs qui sont extrêmement petits, flexibles, à terme pas chers, qu'on pourrait intégrer très facilement, très rapidement dans plein de structures sur la ville intelligente, sur les bâtiments intelligents. Et avoir donc là-dessus plein d'informations qui vont nous permettre d'améliorer les comportements des gens vis-à-vis de la pollution, vis-à-vis de tout ça. Et donc, ça peut jouer là-dessus. Je pense que c'est plus le fait de pouvoir intégrer l'électronique dans plein d'environnements qu'on a des bâtiments, des structures, des vêtements, comme ça a été présenté, qui vont jouer plutôt que les matériaux par eux-mêmes qui, même si on sait faire certaines fonctionnalités électroniques par des matériaux bio-inspirés, bio-sourcés, pour le moment, ça reste encore loin. Voilà. Il y a aussi la question de la capacité à produire localement. Oui, tu as raison. On peut, ce qu'on vous a montré, c'est que c'est basé sur de l'impression. Entre une salle blanche de microélectronique qui coûte quelques milliards d'euros. Je ne parle pas des écrans. Hein. Les écrans, c'est de l'évaporer. Ça coûte aussi cher pratiquement à produire les générations d'écrans. Mais tout ce qu'on a montré, c'est des petites imprimantes qui coûtent un peu plus cher que celles qu'on a sur nos bureaux, mais finalement à peine. Et qui permettraient de faire ça partout, comme tu dis. Il ne faut pas oublier aussi qu'on parle aussi de méthode additive. Alors, aujourd'hui, il faut bien comprendre que l'électronique souple, attention, ce n'est pas une alternative à l'électronique PCB, loin de là, c'est plutôt une synergie. C'est-à-dire qu'en fait, l'électronique imprimée a permis de développer des électroniques en plus. Par contre, l'électronique imprimée est une méthode additive. On imprime uniquement ce qu'on a besoin, contrairement à l'électronique PCB. Donc déjà, on pourrait dire qu'il y a un petit gain. L'électronique imprimée est un peu plus soft en termes d'impression, puisqu'on imprime uniquement les pistes conductrices. Dans le PCB, c'est l'inverse. On met une grosse plaque de cuivre et puis on va dégraver pour uniquement avoir. Donc au moins, déjà, c'est une méthode additive. Donc, ça permet de sauver un petit peu plus, on va dire, la planète. Deuxièmement, nous, dans les encres conductrices, on sait que nos clients, une fois les produits en fin de vie, après 10 ans, 15 ans, 20 ans, on récupère les produits usés, on brûle tout ça et on peut récupérer les particules de nos encres. Donc déjà, alors attention, et là je lance un sujet peut-être intéressant. Nous, nos encres chez VFR, on utilise des encres avec des particules microniques, pas du tout nanométriques. Aujourd'hui, on peut récupérer les particules micrométriques, mais pas nano. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les encres, si on brûle une encre conductrice, malheureusement, les solvants, les liants vont être évaporés dans l'atmosphère, mais on récupère les particules conductrices. Donc ça, c'est recyclable. Et on va les renettoyer et ça peut être utilisé. Ça, en tout cas, c'est un point positif, en tout cas, pour la partie recyclabilité. D'accord. Écoutez, on va devoir s'arrêter, malheureusement, même si le discours est riche. Il y avait juste une dernière, peut-être, question business. Il y avait sur la taille du marché, les perspectives dans les années à venir. M. Bonacieux avait commencé à répondre un petit peu à la question. C'est vrai, ça sera notre dernière question. Sur les aspects un peu business, je sais que BioSerenity, votre modèle, l'électronique l'électronique souple est une pierre angulaire. Donc tout à fait. Tout à fait. Sur des réflexions. J'ai donné quelques chiffres tout à l'heure sur le marché français uniquement pour le EG. On est à peu près, vous voyez, sur à peu près 1 million d'actes par an de EG. Si vous rajoutez l'ECG, l'électrocardiogramme, on passe sur des besoins à plusieurs millions rien que sur notre territoire. Et ça, c'est exponentiel. Donc, d'où aujourd'hui vraiment la nécessité
de pouvoir à la fois avoir quelque chose qui soit utilisable par tous, duplicable au plus près. Donc, on a vraiment des enjeux et nous, ça restera aujourd'hui, en tout cas, l'électronique souple, des bases technologiques, moteurs, pour répondre aux besoins du marché et sur ce que repose un peu notre business model en termes de technologie à fournir. Autre que l'électronique embarquée, autre que le service qu'il peut y avoir ou la data science derrière. Vraiment la base pour aller récupérer le signal. Voilà. J'espère avoir répondu. Je suis désolé, on a une réunion avec Gaëtan à 14h. Oui, on va boucler pour 14h. Rassurez-vous, c'est très bien. De vous laisser. Oui. Je vois l'heure qui Merci tourne. beaucoup. Merci à vous tous, vraiment. Voilà. C'était vraiment très, très, très riche. Mais et n'hésitez puis, pas, merci à l'auditoire. Mathilde et Marie, elles nous remonter des questions si elles arrivent après. Oui, tout à fait. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Et puis, donc, il y aura un replay de cette session. Donc, voilà, si vous voulez visionner, revisionner, partager. Et puis, rendez-vous au mois de janvier pour une prochaine thématique. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.